Élèves de Terminal S, bonjour. Dans cette nouvelle leçon de mécanique quantique, nous étudions le principe du laser. Nous abordons d'abord les notions d'émission, d'absorption et surtout d'émission stimulée pour comprendre comment une onde lumineuse peut être amplifiée. Nous voyons ensuite l'application au laser. En ce qui concerne les compétences exigibles, vous devez connaître le principe de l'émission stimulée et les principales propriétés du laser. Nous étudions maintenant les niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergie d'une particule, qui peut être un noyau, un atome, un ion, une molécule, sont quantifiés. Vous avez vu ça en première S. Quantifié, d'où vient le mot quantique. Seules certaines énergies sont accessibles à l'atome, à l'ion ou à la molécule. On laisse de côté les noyaux car on n'a pas encore inventé le laser qui exploiterait les transferts d'énergie dans le noyau. Pour représenter les niveaux d'énergie, on utilise ce diagramme unidimensionnel constitué d'un axe vertical orienté vers le haut et gradué en énergie. La particule ne peut avoir que certaines énergies permises que l'on numérote et pas d'autres. On appelle niveau fondamental de la particule l'état correspondant à l'énergie permise la plus faible possible. Quand la particule n'est pas dans son état fondamental, on dit qu'elle est dans un état excité. Pour plus de lisibilité, on augmente la taille des segments horizontaux, mais le schéma reste unidimensionnel, orienté verticalement vers le haut en énergie. Ceci signifie symboliquement que l'énergie de la particule est E2, ou E3, ou E1, c'est-à-dire que l'énergie de la particule est minimale. La particule ne peut pas avoir une énergie autre qu'une énergie permise. Donc, cette particule représentée en jaune, c'est impossible qu'elle ait cette énergie. Étudions tout d'abord l'absorption. Nous considérons par exemple un atome et deux de ses niveaux d'énergie. Et nous nous intéressons à la différence d'énergie que nous notons delta E atome qui vaut E2 moins E1 entre ces deux niveaux. Puisque la lumière est une onde particule, nous la représentons comme ceci avec sa partie particule qui est ici, donc photon avec son vecteur vitesse c par exemple, et la partie ondulatoire. Il s'agit d'un photon rouge d'une certaine fréquence, donc d'une certaine énergie h nu que nous supposons inférieure à delta E atome. Si ce photon était absorbé par l'atome, l'énergie de l'atome deviendrait quelque chose comme ceci, puisque l'énergie du photon n'est pas suffisante pour le faire monter jusqu'à E2. Mais cette énergie n'est pas permise pour l'atome, donc mon atome ne pourra pas avoir cette énergie, et en conséquence, le photon ne sera pas absorbé par l'atome, qui restera au niveau d'énergie E1. Nous considérons maintenant un photon violet, de fréquence plus grande, donc d'énergie plus grande, et nous supposons que l'énergie de ce photon est supérieure à delta E atome. Donc, si ce photon était absorbé par l'atome, l'énergie de l'atome deviendrait cette énergie-là. Mais ce n'est pas une énergie permise pour l'atome qui ne peut donc pas se trouver là. En conséquence, le photon ne sera pas absorbé et l'atome restera au niveau E1. Si nous considérons maintenant un photon vert, avec une fréquence intermédiaire entre celle du rouge et celle du violet, nous pouvons imaginer un photon dont l'énergie h nu serait exactement égale à delta E atome. Dans ce cas, si ce photon était absorbé par l'atome, l'énergie de l'atome deviendrait celle-ci, et cette fois, c'est permis. Donc, le processus est possible. Le photon est absorbé, l'atome monte au niveau E2. Étudions maintenant l'émission spontanée. Spontanée, cela signifie qu'il se produit par soi-même, sans intervention extérieure. On veut dire par là que la particule qui est actuellement au niveau d'énergie E2 pourrait retomber toute seule au niveau E1.
Ce phénomène est aléatoire. Concentrez votre attention sur la particule au niveau E2 près de l'étoile qui clignote. Elle peut passer au niveau E1 à tout instant et aucune loi physique ne permet de prévoir quand. D'autre part, on ne sait pas non plus dans quelle direction sera émis le photon. Si par hasard nous avons de la chance, nous pourrons voir le processus, c'est-à-dire nous verrons l'atome retomber au niveau d'énergie E1, tandis qu'un photon sera émis. Voilà. Malheureusement, eh bien, tant pis, le processus n'a pas l'air de vouloir se faire parce que ça peut être tout de suite comme ça peut être... Ah, regardez, ça y est, nous l'avons vu, le processus. Vous avez vu l'émission d'un photon. Eh bien, on ne pouvait pas savoir quand, vous voyez, et on ne pouvait pas non plus savoir qu'il partirait comme ça vers le haut à droite. Nous étudions maintenant le phénomène d'émission stimulée. C'est un autre mode d'émission qui a été prévu par Einstein en 1917 et observé 11 ans plus tard, c'est-à-dire en 1928. Un photon d'énergie h nu égale E2 moins E1, c'est-à-dire un photon vert, peut forcer un atome dans l'état d'énergie E2 à passer dans le niveau inférieur E1. Nous imaginons que nous pouvons photographier l'événement. Voyons ce que nous avons sur la photo. Nous observons que le photon émis et le photon incident ont même direction et même sens de propagation, ont même fréquence, donc ont même énergie, même couleur, et surtout, ils sont en phase. Et si vous vous souvenez de votre leçon sur les interférences, vous vous souvenez alors qu'ici, on a des ondes constructives. Pour résumer cette situation, nous dirons que nous avons des photons jumeaux. Voici ici un laser, mais là je ne vous apprends rien. Laser est un acronyme. Cela signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, c'est-à-dire en français amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement. Une des propriétés du rayonnement laser, c'est la directivité. La lumière se propage dans une direction très précise. C'est une conséquence directe, évidemment, des photons qui sont tous jumeaux et qui vont tous dans la même direction. La monochromaticité, c'est encore une conséquence du fait que les photons sont jumeaux. Si un d'eux a une certaine fréquence, tous les autres ont la même. Concentration spatiale de l'énergie, c'est encore une conséquence des photons jumeaux, puisque c'est une conséquence de la directivité. Toute la lumière est concentrée donc premièrement dans la même direction et elle sort par un petit trou du laser. Attention, la sortie ne peut pas être aussi petite que l'on veut, sinon il y aurait de la diffraction et donc le faisceau laser divergerait énormément. Maintenant, il existe des lasers à impulsion qui émettent des radiations d'une puissance considérable pendant une durée très brève. Et là, nous avons donc une concentration temporelle de l'énergie en plus. Maintenant, comment se fait l'amplification? L'amplification de l'intensité lumineuse se produit dans la cavité laser qui est généralement un cylindre constitué d'un tube et de deux miroirs dont l'un laisse passer 5% de la lumière. L'atome dans l'état excité E2 est symbolisé par une sphère rouge entourée d'un halo symbolisant les couches électroniques. L'atome dans l'état fondamental est représenté par une sphère bleue entourée d'un halo bleu. Dans la cavité, il faut penser que la sphère rouge représente plutôt n-mol d'atomes dans l'état E2, même chose pour la sphère bleue qui symbolise plutôt n-mol d'atomes dans l'état fondamental, et même chose pour le photon vert que vous verrez et qui représentera plutôt n-mol de photons.
Regardez, un photon arrive, hop, émission stimulée. 2 photons en phase. Ils font demi-tour. Ils font demi-tour. Toujours 2 photons en phase. Top, 3 photons en phase maintenant. Puis 4 photons en phase qui font demi-tour. Et vous voyez que plus ils font des allers-retours, plus ils ont des chances. Top, 5 photons en phase. Un photon qui sort. Voilà. Question. Le laser pourra-t-il fonctionner longtemps comme ça? Réponse non, il ne fonctionne déjà plus, puisqu'il n'y a plus maintenant d'atomes rouges, c'est-à-dire d'atomes dans l'état excité. Puisqu'il n'y a plus d'atomes dans l'état excité, il ne peut plus y avoir d'émission stimulée. Il faut faire quelque chose. Il faut faire ce qu'on appelle une inversion de population. Dans une population d'atomes, il y a toujours beaucoup plus d'atomes dans l'état fondamental que dans l'état excité. Pour augmenter le nombre d'émissions stimulées, il faut qu'il y ait plus d'atomes dans l'état excité E2 que dans l'état fondamental, puisque les atomes de l'état fondamental absorbent les photons. Il faut donc peupler le niveau d'énergie E2, ce qui se fait en apportant de l'énergie lumineuse, c'est ce qu'on appelle faire un pompage optique, ou en produisant une décharge électrique, c'est ce qu'on appelle un pompage électrique. On obtient alors l'inversion. Par exemple, vous voyez les atomes au niveau E1 qui montent au niveau E2. Et là, nous venons d'inverser la population. Toutefois, on peut montrer que dans le cas du pompage optique, par exemple, il faut 3 niveaux au minimum pour réaliser l'inversion de population. Les atomes sont portés au niveau d'énergie E3, puis retombent rapidement au niveau d'énergie E2. Voilà à quoi ressemble le processus. Il y a maintenant plein d'atomes dans l'état E2 prêts à recevoir des photons d'énergie h nu égale E2 moins E1 pour retomber dans l'état E1 en émettant les photons jumeaux. Nous observons ici un schéma du premier laser construit en 1960, laser à rubis. Alors de quoi s'agit-il ici? Eh bien vous avez peut-être reconnu un miroir, le miroir réfléchissant à 100%, ici l'autre miroir, et entre les deux miroirs, évidemment, la cavité laser qui est ici un cristal de rubis, c'est-à-dire un solide. Ceci, c'est une lampe, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire un pompage optique. Cette lampe, c'est ce qu'on appelle une lampe flash, et voici son alimentation. Ceci, c'est un miroir tout autour qui est fait pour ne pas trop perdre de photons, parce que tous ces photons qui servent à éclairer, eh bien, s'ils n'ont pas été utilisés, ils peuvent se réfléchir sur le miroir et revenir dans la cavité pour espérer être absorbés par un atome. Ceci, évidemment, c'est le faisceau laser que vous utilisez, celui qui sort de l'appareil. L'alimentation, c'est un apport d'énergie. La lampe flash, c'est pour créer l'inversion de population, il s'agit du pompage optique. La récupération de photons, c'est donc ces miroirs qui permettent d'économiser, en quelque sorte, les photons. Et là, nous avons notre faisceau qui ne représente que 5% de l'énergie de la cavité. Cristal de rubis, cela signifie une certaine longueur d'onde parce qu'il s'agit d'une certaine entité chimique, les ions chrome 3. Voilà, la leçon est terminée. À bientôt.